24 News Agency, le journal. L'audience de l'ancien ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a viré à l'attention ce lundi devant la Cour de cassation. Poursuivi dans les dossiers présumés des détournements des fonds du FRIVAO destinés à l'indemnisation des victimes des exactions ougandaises en RDC, il a quitté la salle avant la fin des débats. Alors que l'article 153 de la Constitution détermine clairement les personnes qui sont justiciables devant la Cour de cassation. Ce sont les ministres, les membres du gouvernement, les députés nationaux, les gouverneurs, vice-gouverneurs et autres. Est-ce qu'il y a un citoyen lambda du nom de Moutamba qui peut être justiciable devant la Cour de cassation? Parce qu'ici, on me prive du double degré de juridiction. Je ne bénéficie pas des privilèges de juridiction. Et cela viole la Constitution. Non seulement l'article 153, mais aussi l'article 19. Nul ne peut être soustrait à son juge naturel. À l'origine de ces coups d'éclat, Constant Moutamba dénonce ce qu'il qualifie de graves irrégularités des procédures. Il affirme que sa citation à prévenu contient des fausses mentions qu'il impute à un greffier, estimant que ses droits à un procès équitable ne sont pas respectés. On arrive ici et on regarde le dossier. La citation à prévenu est une fausse citation. Chers compatriotes, qui reprend des fausses mentions m'attribuées. Les greffiers de la Cour de cassation, messieurs Kinakina, et qu'ils sachent que nous allons le pourchasser jusque dans sa tombe. Au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, les États-Unis ont rappelé leur engagement sur les accords de Washington. Tamika Bruce, représentante adjointe américaine à l'ONU, s'est exprimée lors d'une séance présidée par la RDC. Le thème, les règlements pacifiques des différends. Elle a déclaré que l'administration Trump veut faire de la diplomatie et du dialogue la priorité. Selon elle, les accords signés entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame doivent ouvrir la voie à la paix et à la prospérité dans toute la région des Grands Lacs. Mais la diplomate américaine a aussi haussé les tons. Washington n'aura pas peur d'exiger des comptes à ceux qui menacent la paix. Elle dit que les actions du mois dernier l'ont déjà prouvé. Elle a également appelé au soutien des bons offices de l'ONU pour la médiation et la prévention de conflits. Sur les terrains pourtant, un an après la signature, les bilans restent mitigés. Les combats se poursuivent dans l'est de la RDC malgré l'accord et les processus de Doha. Kinshasa accuse toujours Kigali de soutenir les M23. Les retraits des troupes et les opérations contre le FDLR avancent lentement. Le président de l'ECD, Martin Fayulu, a réaffirmé ses conditions pour participer au dialogue national inclusif annoncé par les autorités. Selon lui, cette concertation doit dépasser les cadres politiques et s'attaquer aux causes profondes des crises qui secouent la RDC, notamment l'insécurité persistante dans l'Est, les tensions institutionnelles et les préoccupations sociales. Au cœur de ces revendications figurent trois priorités: la défense de l'intégrité territoriale, les rejet de toute modification constitutionnelle et l'organisation d'un dialogue réellement inclusif. Fayulu insiste sur la nécessité d'associer toutes les parties concernées, y compris les acteurs armés, afin de rechercher une solution durable. Il mise également sur l'implication des confessions religieuses, en particulier la Sanko, pour garantir un cadre crédible et impartial. Pour lui, l'histoire politique du pays démontre le rôle déterminant des églises dans les grandes étapes de concertation nationale. Alors que le pouvoir prépare ces processus, l'opposant prévient qu'en l'absence d'avancées concrètes avant le 15 août, la coalition article 64 pourrait relancer ses mobilisations. Une perspective qui risque d'alourdir davantage les climats politiques nationaux. L'Assemblée nationale a officiellement clôturé ce samedi 25 juillet sa session extraordinaire marquée par l'adoption de deux projets de loi harmonisés avec le Sénat, ainsi que d'une recommandation en faveur de la candidature de Juliana Lumumba au poste de secrétaire général de l'OIF. Les députés ont validé les rapports de la commission mixte paritaire sur les projets de loi relatifs au marché boursier et au régime fiscal applicable aux conventions de collaboration. Les textes ont été adoptés dans leur version définitive à l'issue d'un vote par appel nominal. La Chambre basse a également recommandé au gouvernement de
soutenir activement la candidature de Juliana Lumumba en mobilisant le réseau diplomatique congolais auprès des États membres de l'organisation et en présentant un rapport au Parlement avant le 16 novembre 2026. Dans son allocution de clôture, le président Aimé Boji Sangara s'est félicité du travail accompli, saluant l'assiduité des députés et soulignant le caractère historique de cette session, qui a permis d'examiner et d'adopter l'ensemble des matières inscrites à l'ordre du jour. Le gouvernement congolais clarifie les règles autour du nouveau passeport biométrique. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora, Kinshasa lève les zones d'ombre sur le coût, les délais et la procédure. Bonne nouvelle pour les usagers, le prix baisse. Le passeport passe de 99 à 75 $ américains. Selon le ministère, c'est un document de dernière génération, plus sécurisé et conforme aux normes internationales. La demande se fait désormais entièrement en ligne. Paiement par banque, carte ou mobile money. Et une fois le dossier complet et payé, le délai officiel de délivrance est de 15 jours maximum. Attention, il faut au préalable disposer d'un numéro d'identification fiscale, le NIF. Il est délivré en 24 à 48 heures par la DGI et ne fait pas partie des 15 jours de fabrication du passeport. Le ministère assure qu'aucun retard n'a été enregistré pour les dossiers réguliers. Les quelques cas signalés viendraient de l'adaptation au nouveau système dématérialisé. Il rappelle aussi qu'entre juin 2025 et janvier 2026, plus de 111 000 anciens dossiers ont été migrés et traités. En résumé, 75 $, 15 jours et une demande en ligne. Le gouvernement invite les Congolais à ne se référer qu'aux canaux officiels pour éviter les arnaques. Selon Radio Moto Oisha, dans le territoire de Beni, en province du Nord Kivu, les rebelles ADF financeraient une partie de leurs opérations grâce à l'exploitation illégale des ressources locales. Le café, le cacao et les minerais sont cités comme les principales filières utilisées. Toujours d'après Radio Moto Oisha, les assaillants prélèveraient des taxes sur les producteurs, contrôleraient des routes d'évacuation et tireraient profit du commerce transfrontalier. L'argent collecté servirait à acheter des armes, à recruter et à ravitailler leurs bases dans la région. Des sources locales s'inquiètent de la persistance de ces circuits facilités par l'enclavement de certaines zones et le manque de traçabilité dans les chaînes d'approvisionnement. Pour les acteurs de la société civile, couper ces sources de financement est devenu urgent. Ils appellent le gouvernement, avec l'appui des partenaires, à sécuriser le bassin de production, à renforcer le contrôle aux frontières et à assainir les filières du café, du cacao et des minerais. La première conférence nationale sur les hydrocarbures s'est tenue du 22 au 24 juillet 2026 à l'hôtel Pullman Caravia de Lubumbashi autour du thème « Le pétrole, véritable colonne vertébrale de l'économie de la République démocratique du Congo ». Organisée par la Fédération des entreprises du Congo en partenariat avec le ministère des hydrocarbures, elle a réuni autorités nationales et provinciales, opérateurs pétroliers, entreprises minières et experts du secteur. À l'ouverture des travaux, le directeur de cabinet du vice-premier ministre de l'économie nationale, Albert Kassongo Mukonzo, a souligné que la sécurisation de l'approvisionnement en produits pétroliers constitue une priorité stratégique pour le gouvernement en raison de son impact direct sur l'économie nationale et sur le secteur minier, moteur de croissance. Les échanges ont porté sur la chaîne d'approvisionnement, les procédures de dédouanement, la régulation du marché, la prévention des ruptures et la lutte contre la fraude. Le président provincial de la FEC au Katanga, Patrick Mouland Kabeya, a appelé à un dialogue constructif entre pouvoirs publics et opérateurs économiques pour dégager des recommandations pragmatiques. À l'issue des travaux, les participants ont adopté des recommandations visant la modernisation du secteur pétrolier, l'amélioration de l'approvisionnement et le renforcement de la transparence. Le gouvernement a réaffirmé son engagement à bâtir un secteur plus performant et durable, capable de soutenir le développement économique de la RDC. La participation historique des léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde 2026
ne se traduit pas seulement par un parcours remarquable jusqu'en huitième de finale. Elle représente également une importante retombée financière pour le football national. Selon la Fédération internationale de football association, dans son programme officiel de répartition financière de la Coupe du Monde 2026, la Fédération congolaise de football association, la FECOFA, devrait percevoir 27,5 millions de dollars américains. Ce montant comprend 2,5 millions de dollars destinés à la préparation de la compétition, 10 millions de dollars pour la qualification à la phase finale et 15 millions de dollars accordés aux équipes éliminées en huitième de finale. Toujours d'après la FIFA, ces fonds sont destinés à accompagner le développement du football dans les pays participants, notamment le financement des activités de la fédération, les infrastructures, la préparation des sélections nationales, ainsi que les primes des joueurs et du staff. Une manne financière qui pourrait contribuer à renforcer durablement le football congolais, à condition d'être gérée avec efficacité et transparence. Fally Ipupa continue de marquer l'histoire de la musique africaine. Les statistiques récemment publiées par le Stade de France révèlent que l'artiste congolais a attiré 104 000 spectateurs lors de ses 2 spectacles organisés le 2 et 3 mai dernier. Avec une moyenne de 52 000 fans par soirée, Dicap La Merveille s'impose parmi les artistes ayant réalisé les plus fortes affluences dans cette mythique enceinte parisienne au cours des derniers mois. Une performance qui confirme son rayonnement bien au-delà des frontières africaines. Le classement dévoilé par le Stade de France place également Fally Ipupa aux côtés des grandes figures de la scène musicale internationale tels qu'Aya Nakamura, David Guetta, Jules et The Weeknd. Si certains ont enregistré un nombre total des spectateurs plus élevé grâce à davantage de concerts, l'artiste congolais signe en seulement 2 représentations une prestation qui renforce son statut d'ambassadeur de la musique africaine sur les plus grandes scènes internationales. « 24 News Agency, formée pour informer.